Des tragédies arrivent tous les jours. Mais celle-là est inimaginable. L'histoire de la famille Harris est terrible. C'est la peur de tous les parents. Et attention à ceux qui sont sensibles. Parce qu'on va parler de la mort d'un enfant, presque un bébé, à peine 2 ans. Cooper Harris. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Avec Malice. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'un père qui va oublier toute une journée qu'il a son enfant dans la voiture. Une journée chaude du 18 juin 2014. De suite, cela peut paraître impossible. Oublier son enfant, c'est quelque chose de trop important. Et pourtant, ce sont des choses qui arrivent tous les ans et partout. Aux États-Unis, il y a en moyenne 40 enfants qui meurent par an d'avoir été oubliés dans la voiture. Cette histoire m'a bouleversée. Le petit Cooper, 22 mois, perdra la vie. Le système de justice doit légiférer dans ces cas-là. Et pour la famille Harris, cette histoire va se transformer en une procédure judiciaire terrible. En 2016, 2 ans après cette tragédie, le procureur de Cobb County, en Géorgie, décide d'inculper le père, Ross Harris, pour meurtre au premier degré sur son fils. Ils le mettent donc en état d'arrestation pour avoir tué son fils avec intention. Mais Ross dit qu'il est innocent, c'est un accident. À travers cette vidéo, je raconte l'enquête, le procès et aussi l'explosion de cette famille. Et à la fin, je donnerai mon opinion. Et surtout, j'attends de vous que vous me disiez si vous trouvez que le verdict est juste. Le décès de Cooper Harris, qui n'avait même pas 2 ans, est-il un crime ou un accident? Dans le comté de Cobb, en Géorgie, les journées, même au mois de juin, sont très chaudes. Mi-juin déjà, on atteint des 33 degrés l'après-midi. Vers 17 h, des personnes qui sortent d'un centre commercial sont témoins d'une voiture qui freine au milieu de la route. Un homme en sort et ouvre la portière arrière. Il se débat un petit peu et sort de la voiture un enfant qu'il pose au sol. Cet enfant semble inanimé. Les personnes présentes autour appellent le 911. Oh, no, I don't want to show emergency. There's a baby on the ground. We don't know if the baby is breathing. It doesn't look like it. Do you see anybody around them? Yeah, his dad, and it looks like somebody trying to get him CPR. Le père pratique des manœuvres de réanimation. Et de temps en temps, quand il lève la tête, il dit « Je l'ai laissé dans la voiture, je l'ai laissé dans la voiture ». C'est Ross Harris, 33 ans. Il sort du travail. Il vient de laisser son fils plus de 8 heures dans la voiture. Au bout de quelques minutes, Ross se lève et commence à marcher. Les témoins diront qu'il n'y avait plus rien sur son visage, aucune émotion, juste la douleur. Et il marche vers nulle part. Et il revient quand la police arrive. Et il est pris d'une colère, d'une haine. Alors il sera menotté et mis à l'arrière de la voiture de patrouille. Le petit Cooper, lui, est déclaré décédé sur les lieux. Le médecin légiste, durant le procès, dira qu'il était mort depuis des heures, tué par la chaleur qui a provoqué chez lui une hyperthermie. Son corps a chauffé, il a dû s'évanouir, s'étouffer, convulser, jusqu'à ce que son cœur s'arrête. Le tube d'acier dans lequel il était enfermé ressemblait à un four. En plus, il était attaché, il ne pouvait pas bouger. Personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. Harris, lui, le père, est amené au poste de police et il est interrogé sur sa journée. Il explique très rapidement que c'est un accident. Le matin, comme d'habitude, il a mis son fils dans son siège auto et il est parti vers son travail. Il amène son fils à la garderie de Home Depot, parce que Ross développe le site web de Home Depot et l'entreprise a sa propre garderie. Elle est à plus de 2 km de ses bureaux. Mais d'habitude, il dépose donc son fils à la garderie et il reprend la voiture. Il repart s'arrêter dans un café où il prend un petit déjeuner et ensuite il va à ses bureaux. Mais ce matin, il a décidé de changer ses habitudes. Il s'est arrêté au café avec son fils. Tous les deux, ils ont pris un petit déjeuner et ensuite il se rappelle l'avoir mis dans son siège auto. Il a bien enclenché la ceinture, il lui a fait un bisou, Cooper lui a rendu, il est monté dans sa voiture. Mais après, il se rappelle qu'au bout de 4 km, il a vu une place, pas loin de l'entrée de ses bureaux, sous un arbre. Il s'est garé et il est parti travailler. Entre midi et 2, il est prévu qu'il aille manger avec 2 amis qui viennent le chercher.
À la fin de sa journée de travail, vers 17 h, il a un rendez-vous avec un ami. Il doit le rejoindre. Il monte dans sa voiture et démarre. Au bout de quelques minutes, alors qu'il déboîte pour s'engager sur la route Hacker Mill, en tournant furtivement sa tête pour voir s'il n'y avait personne dans son angle mort, il croit apercevoir les cheveux blonds de son fils. Et là, il se rend compte qu'il ne l'a jamais déposé le matin. Il dira que ça lui a pris toute son énergie et toute sa concentration pour stopper la voiture, descendre, sortir son fils de la voiture et essayer de faire des manœuvres de réanimation. Il dira aussi que dès qu'il l'a attrapé, il a compris que son fils n'était plus là, depuis longtemps. À ce moment-là, sa femme Léana arrive à la garderie du Home Depot pour chercher son fils. Mais est-ce vraiment possible d'oublier son fils dans la voiture? Et ça, on y reviendra plus tard. Parce que dans le cas de Ross Harris, il y a plus, il y a bien plus. Ce qui va faire que ce cas va être très médiatisé. Ce qui ne change pas du tout les faits. Mais pourtant, cela va empêcher tout jugement sensé et impartial envers Ross Harris. Mais avant tout, il faut se rappeler que le but de la police, c'est de résoudre les crimes, d'apporter la justice, de mettre les vilains en prison. Et pour ça, ils doivent se fier à leur jugement, à leur instinct, acquis par leur expérience. Au début, quand ils voient Ross, ils trouvent un père de famille dévasté, désespéré. Mais après, ils commencent à réfléchir et ils essayent de reconstituer les événements. Ross a une petite voiture. Le siège bébé est à l'arrière, dos au siège avant, comme le veulent les normes. Ce siège est au niveau de l'épaule droite du conducteur. Et s'il tourne légèrement la tête vers la droite, normalement, Ross aurait dû apercevoir son fils. Mais durant l'interrogatoire, les policiers se rendent compte que Ross est détendu, décontracté. Sauf quand ils vont lui annoncer qu'il est mis en état d'arrestation pour cruauté sur enfant. Et pour eux, pour la police, Ross ne veut pas prendre le blâme. Mais d'après moi, le fait que Ross veuille prendre un avocat, c'est pas un signe de culpabilité. C'est vraiment la chose à faire en fait. Ross Harris ne connaît rien au système judiciaire. Il a besoin de quelqu'un qui le guide. Après son inculpation pour cruauté et négligence, sa femme, Léana, vient le voir. Les policiers sont étonnés de certains propos qu'ont le couple. On est quelques heures après la mort de Cooper. Et la conversation qu'ils ont leur semble complètement folle. Et pour la police, le comportement de Léana et de Ross est incohérent par rapport à la situation. L'émotion du couple, la façon de se comporter ne correspond pas à un couple en deuil. Et cette vision que la police a de Ross Harris va changer le cours de l'histoire. Ils vont commencer à enquêter sur lui. Grâce aux caméras de surveillance, ils apprennent que certes, Ross, entre midi et 2, est parti avec des amis manger. Mais quand il est revenu, il a fait un détour jusqu'à sa voiture. En fait, il avait acheté des ampoules électriques qu'il voulait déposer dans sa voiture. Il a juste ouvert la porte, posé ses ampoules sur le siège avant de son véhicule. À ce moment, Cooper est dans son siège auto. Il n'est pas entré dans la voiture. Il a juste ouvert et fermé la portière. Et donc, on peut écarter l'hypothèse qu'il soit revenu à sa voiture pour vérifier si son fils était mort. Et Ross ne l'a pas dit pendant l'interrogatoire. Quand ils vont le réinterroger par rapport à ça, il dira qu'il avait oublié. Il était stressé par la journée, il ne se rappelait plus de tout. Les policiers se penchent alors sur les conversations téléphoniques et les recherches Internet. Et cela va relever des secrets perturbants. Harris a des relations extra-conjugales, multiples, avec des hommes, des femmes, des prostituées. Souvent.
Il utilise aussi les réseaux sociaux. Et là, ils vont trouver qu'il correspond avec une jeune de 16 ans, une adolescente mineure. Avec cette personne, il ne fait que texter, plus exactement que sexter. Il ne lui parle que de ses désirs sexuels. Il lui envoie aussi des photos de lui, des parties de lui qu'on ne voit pas quand il a un pantalon. Et il lui demande aussi de lui envoyer des photos d'elle intimes. Et ça, c'est un crime sévèrement puni en Géorgie. Et ces conversations, ces discussions sur les réseaux sociaux sont quotidiennes. Même le jour où il a oublié son fils dans la voiture. Les policiers pointent aussi parmi tous les textos qu'il a écrits le fait qu'il ait dit « J'aime mon fils et tout, mais nous avons tous besoin de nous évader ». Les policiers, petit à petit, commencent à accumuler des preuves. Et c'est pour ça que le procureur va le charger pour meurtre au premier degré, intentionnel. Son motif ? Son enfant le gênait. Et puis il y a l'autre versant, tout le côté sexuel. Pour cela, il est accusé de crime sexuel et abus de confiance sur mineur. Et donc en 2016, il est mis en état d'arrestation. Il est enfermé en prison jusqu'à son procès, qui va avoir lieu le 1er octobre 2016. Et de suite, quand le procès commence, le procureur étale ses preuves. On that day, while his child was cooking to death, also messaging a girl he met when she was 16, who was 17 at the time, still trying to get pictures of her vaginal area from her. Et ses motifs. Ross Harris a tué son fils pour assouvir ses désirs sexuels qui sont grands. Et pour cela, il fera venir à la barre toutes ses maîtresses et les prostituées qu'il a engagées. Jenny Mido, qui n'avait que 18 ans quand ils ont commencé leur relation, et à ce moment-là, lui, il en avait 30. Il y a Jacqueline Robledo, qui est une prostituée qui a été engagée une semaine avant le décès de Cooper. Molly Sims, qui avait donc 16 ans en 2014, viendra à la barre et elle confirmera qu'il n'arrêtait pas de sexter et qu'il voulait beaucoup de photos. Lui-même lui en envoyait beaucoup. Elle confirme aussi qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel entre eux. Ils ne se seront jamais rencontrés. En contre-interrogatoire, l'avocat de Ross demandera à toutes ces femmes ce que leur racontait Ross par rapport à sa famille. Et toutes diront la même chose. Il aimait sa femme, il ne voulait pas la quitter. Jamais. Et il aimait son fils aussi. Les policiers viendront à la barre aussi, déjà pour témoigner du fait que Ross avait un comportement bizarre pendant tout l'interrogatoire. Qu'il n'avait jamais vu ça. Un policier dira même qu'il n'était pas du tout triste. Mais en contre-interrogatoire, l'avocat de Ross lui fera remarquer que dans son rapport ce jour-là, il a marqué que Ross n'arrêtait pas de pleurer. Puis le procureur va sortir une vidéo que Ross aurait regardée quelques jours avant que son fils ne meure. C'est une vidéo YouTube qui est faite par un vétérinaire pour bien expliquer les dangers pour les animaux quand ils sont enfermés dans une voiture. 15 minutes now. And it's about 110 in my car. If I were a little dog left out here, maybe I'm barking, I'm very nervous. Et aussi une autre vidéo qui explique à quel point la vie est bien sans enfant. En contre-interrogatoire, l'avocat de Ross va réussir à faire dire aux policiers que les deux vidéos, celle du vétérinaire et celle de La vie est belle sans enfant, que ça c'est son meilleur ami en fait qui lui a envoyé à Ross. Son meilleur ami n'a pas d'enfant et il est très fier. Et il lui envoie ce genre de vidéo. Ross l'a regardé. Et c'est son meilleur ami aussi qui lui a envoyé la vidéo sur les chiens. Parce que Ross a un chien. Et il voulait l'avertir des dangers de la chaleur. Et puis l'accusation trouve bizarre aussi que ce soit ce jour-là que Ross ait décidé de montrer et de présenter son fils à tout le monde quand il est allé au café. D'habitude, il dépose son fils avant. Pourquoi ce jour-là, il l'a présenté au propriétaire du café? Et pour le procureur, tout ça c'est du spectacle. C'est un show. Et quand c'est au tour de l'avocat de la défense, par rapport à la dernière idée du procureur, il va dire que c'est sans doute le fait d'avoir changé son itinéraire, sa routine, qui a fait que Ross a oublié de ramener son fils. Parce que d'habitude, après son petit déjeuner dans ce café, il allait directement au travail. Durant ce procès, il va être prouvé que Ross était un bon père. Tout le monde le dira. Il avait beaucoup d'attention pour son fils, il aimait énormément. Il dit aussi qu'il y a 2 points qui le chagrinent. Pourquoi, s'il savait qu'il était en train de tuer son fils, il a mis sa voiture sous un arbre, la seule place à l'ombre du parking? Et aussi, quels sont les avantages que Ross soit revenu entre midi et 2
poser dans la voiture des ampoules. Pourquoi faire ça? Les témoins de cette scène du 18 juin 2014 viendront aussi à la barre pour dire à quel point Ross semblait désemparé, en torpeur, triste comme une pierre. Le témoin principal qui prend la défense de Ross, c'est sa femme. En fait, son ex-femme. Parce que depuis l'interrogatoire de 2014, l'eau a coulé sous les ponts. Elle a demandé le divorce en apprenant que les liaisons multiples avaient continué. Et surtout, qu'il commençait à s'intéresser à des mineurs. He ruined my life. He destroyed my life. I'm humiliated. I may never trust anybody again the way that I did. If I never see him again after this day, that's fine. Et comme elle dira, ça ne change rien. C'était un bon père avec Cooper. Pour elle, Ross n'a jamais pu faire du mal à son fils. C'est inimaginable. Et même si elle est en colère contre lui et qu'elle le déteste, elle doit venir à la barre dire la vérité. Mais durant ce procès, Ross ne va pas témoigner, alors qu'il aurait eu l'occasion. L'avocat de la défense finira en disant que Ross n'a jamais voulu tuer son enfant ce jour-là. C'est un accident. C'est une négligence, mais pas un meurtre au premier degré. Les jurés vont délibérer 4 jours, 4 longs jours, pour arriver à une conclusion. We, the jury, find as follows: count 1, malice murder. As to count 1, we find the defendant guilty. Ross Harris est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. C'est maintenant au tour du juge de décider de la sentence. Et le 5 décembre 2016, elle convoque tout le monde. As to count 1, the court imposes the sentence of, as to malice murder, with the jury having found the defendant guilty, sentence of the court is life to serve in confinement without parole. Elle le condamne à prison à vie, sans aucune possibilité de parole, soit 30 ans. As to count 6, criminal attempt to commit a felony, to wit, sexual exploitation of children. Et en plus, il aura 12 ans de prison pour crime sexuel. And thought about your statement to the police and your statement to your wife when you were taken into custody. And it stood out to me that in both of those, you took the occasion to express your wish that you would be an advocate so that people would never do this again to their children. And I would say, perhaps not in the way that you intended. Aussitôt, l'avocat de Ross demande un appel, car pour lui, il y a 2 affaires, la mort de Cooper et aussi le comportement sexuel de Ross. Ces 2 affaires n'auraient jamais dû être jugées en même temps. Le verdict et la sentence ne reflètent que ce que pensent le juge et les jurés du comportement sexuel de Ross, et non les faits qui ont conduit à la mort de Cooper. Il fait donc une demande d'appel à la Cour suprême. Un appel aux États-Unis, ce n'est pas un autre procès. C'est juste d'aller voir les instances supérieures du système judiciaire. Ce sont des juges qui ont pour mission d'évaluer si le procès a été juste pour les 2 parties, c'est-à-dire l'accusé, Ross Harris, et l'État. Le 22 juin 2022, les juges de la Cour suprême de l'État de Géorgie concluent que le procès n'a pas été juste pour l'accusé. Pour eux, le juge n'aurait jamais dû approuver que le procureur amène des preuves que Ross avait des relations extra-conjugales, des sextos aussi avec une adolescente. Cela n'aurait pas dû être entendu par les jurés qui jugeaient pour un meurtre, le meurtre du petit Cooper, qui a vu son propre procès partagé avec des crimes sexuels. I will say you did a remarkable job of proving that he is a terrible person. But proving that he is a terrible person is not the same thing as proving that he murdered his child. Et que le procureur doit remédier à cette situation. En 2023, le procureur du comté de Cobb a laissé tomber les charges de meurtre au premier degré sur Ross Harris. La peine de prison à vie est envolée. Il sert actuellement sa peine de prison de 12 ans pour crime sexuel. Ça n'a pas bougé. Et donc en tout, il fera 12 ans de prison. Le procureur s'est rendu compte qu'il n'avait pas assez de preuves pour condamner Ross Harris. Just because he may be morally responsible, he's not criminally responsible, because this was an accident. And what happened to Ross happens to loving parents throughout the country every single year. Et voilà, c'est là que se finit l'histoire de Ross Harris et du petit Cooper. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez de la sentence.
Est-ce que la justice a été rendue? Et maintenant, c'est à mon tour de vous donner mon opinion. Et ça, c'est uniquement mon opinion. Pour moi, Ross Harris n'a jamais voulu tuer son fils. Qu'il ait un problème d'addiction sexuelle, ça n'a rien à voir avec le fait que ce jour-là, comme tout jeune parent, il était fatigué, occupé, il a fait une erreur. Et pour moi, rien ne prouve en fait qu'il voulait tuer son fils. Il n'y a rien qui prouve que c'était intentionnel. Et ce n'est pas le seul. Il y a le cas de la petite Sophia Rain au Texas en 2011. Son père qui l'amène à la crèche familiale se retrouve à une intersection. Il y a des travaux. Il est dérouté. La petite s'endort à l'arrière. Il suit le trafic qui est encombré jusqu'à ce qu'il voit à droite la route pour aller à son travail. Il la prend. 2 minutes après, il est devant ses bureaux. Il sort de sa voiture et va travailler. Entre midi et 2, il mange avec sa femme. Quand elle le rejoint, elle lui dit de suite « Alors, qu'a pensé la gardienne de la robe de Sophie ?» Et là, le père réalise qu'il n'a aucun souvenir d'avoir déposé sa fille. Les deux vont se lever et partir en courant jusqu'à la voiture. Sophie Rain n'a pas survécu. Et il y a aussi le cas en France, dans les Pyrénées-Atlantiques, près de Pau. Un bébé de 14 mois qui est mort dans la voiture de son père quand il s'est garé sur le parking de l'usine Safran où il travaille. Il avait oublié de déposer son enfant. Le nourrisson est décédé et une enquête pour homicide involontaire est ouverte. Des cas comme ça, il y en a plein. Il y a même un psychologue qui a appelé ça le syndrome du bébé oublié. Les parents fatigués, occupés en permanence, sont souvent en autopilote. Et qui, lors d'un trajet en voiture du travail à la maison, ne s'est pas dit que c'est la voiture qui les avait ramenés. On est tous à un moment donné en autopilote. Mais je pense que c'est dur à accepter. On préférerait que la personne soit méchante. Ce serait plus facile en fait de le punir. Parce qu'un enfant qui est laissé dans une voiture, il faut absolument donner une punition. Alors que le père ou la mère qui a oublié son enfant est déjà en enfer. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette histoire, même si elle était extrêmement triste. Et j'attends beaucoup de commentaires. J'attends de savoir ce que vous pensez du verdict et aussi du syndrome du bébé oublié. Mais en attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard.